Dans le labyrinthe des destinées, nombreuses sont les âmes à se faire piéger par le sinistre. Un jeune couple a tissé malgré lui une alliance macabre avec l'indicible et a tenté de rompre ce lien maudit en suivant le mirage de la raison. Mais les apparences étaient bien trompeuses, car le mal s'était employé à forger sa vengeance dans l'obscurité afin de conduire un balai d'événements paranormaux inimaginables, ici, là où les frontières entre les mondes se diluent. Au cœur de cette narration se tissent les fils douloureux du coercitif et des échos poignants du rejet à travers la résurgence des ténèbres. Bienvenue dans l'univers de Fox Byron. Vous êtes sur Made in Dark. Suite à sa demande, l'un des protagonistes a souhaité rester anonyme. Aussi, nous avons flouté son visage, modifié sa voix et l'avons nommé Christophe. Partie 1. Le Beverly Hotel. Il était une autre fois Émilie et Christophe, un jeune couple de Français expatriés aux États-Unis. Tous deux débutaient leur vie de jeunes adultes et officiaient dans la même société. Ils vivaient dans l'État de Virginie, dans une petite maison confortable. L'année 2004 fut si épuisante qu'ils s'offrirent une escapade aux alentours de Washington. De délicieux moments de découverte se succédaient et aucune ombre vint les obscurcir. Du moins, jusqu'à cette étrange nuit du 27 octobre dans le Massachusetts. Une confusion de réservations dans leur motel les a poussés à chercher un nouvel hébergement de toute urgence. Mais leur budget, frôlant l'anorexie, n'était pas en mesure de répondre aux exigences tarifaires des hôtels voisins. Puis, en fouillant sur Internet, ils trouvèrent un lieu à Andover. Ce relais, nommé le Beverly Hotel, était étiqueté comme hanté et n'avait pas de bons avis, sans doute parce qu'il longeait un inquiétant cimetière, mais cela ne freina pas le jeune couple. Le lieu revêtait un aspect insalubre à un niveau avancé où on y trouvait des traces de sang et des cafards dans la salle de bain. Toutefois, ces détails ne leur posèrent pas d'obstacle majeur pour s'endormir. Mais, au milieu de la nuit, Christophe constata qu'Émilie n'était plus dans leur lit, ni même aux toilettes. L'hôtel était suffisamment dénué de charme pour qu'on ne veuille pas se promener dans les couloirs. Alors Christophe partit à sa recherche. Après avoir fait le tour plusieurs fois, alors qu'il était à deux doigts d'abandonner, il entendit un bruit étrange émaner d'une pièce qui faisait office de lingerie. Il retrouva finalement sa dulcinée, les yeux révulsés, dans son plus simple appareil au beau milieu de cette pièce qui ressemblait plus à un repère de sorcière qu'à une laverie. Que lui était-il arrivé? Sans doute une crise de somnambulisme, cela lui arrivait parfois. Mais dans cette obscurité inquiétante, leur caméra réussit à saisir deux yeux rouges qui les fixaient sans bouger. Le couple sortit à toute vitesse de ce lieu maudit et quitta l'hôtel sur le champ. À leur retour, malgré cet événement, ils étaient plutôt réjouis de conter leur périple à leur entourage, mais Christophe, par respect pour Émilie, s'était gardé de parler de sa crise à quiconque. Tout se passait très bien dans le meilleur des mondes, du moins jusqu'à ce qu'Émilie disparaisse à nouveau. Partie 2. La disparition d'Émilie. Le départ soudain d'Émilie laissa son compagnon dans une cacophonie mentale absolue. Leur voyage les avait soudés comme jamais. Alors pourquoi Émilie l'aurait quitté si leur couple ne montrait pas de fissure? Ce désarroi avait creusé un trou abyssal dans son cœur. Son départ n'était justifié par aucun message. À chaque appel, Christophe tomba sur un répondeur, peu arrangeant, qui rajouta de l'épaisseur à ce terrible point d'interrogation. Alors il appela sa mère, peut-être en savait-elle davantage, et sa réponse fut surprenante. Émilie est chez moi, je pensais qu'elle te l'avait dit.
Je ne la vois pas de la journée, elle est toujours à l'extérieur. Je ne sais pas du tout ce qu'elle fait. Et elle ne veut rien me dire. Je la trouve un peu bizarre. Pourquoi Émilie serait rentrée en France ? Pourquoi les confidences habituelles qu'elle aimait partager avec sa mère se seraient-elles restreintes ? Aurait-elle flirté sur Internet et rejoint un homme en France ? Puis, quelques jours plus tard, Émilie réapparut auprès de lui. Elle s'excusa pour cet atroce silence qui était pour elle nécessaire. Et gênée, lui fit promettre de ne jamais lui demander les raisons de son départ. Elle le rassura néanmoins sur l'amour qu'elle lui portait. Même si Christophe avait choisi de ne pas être consumé par le doute, il l'était assurément par la curiosité. Et les événements terribles qui suivront exigeront des réponses. Partie 3. L'autre définition du tourment. Tandis que le temps aidait le couple à surmonter ces derniers écueils, Christophe commença à recevoir des appels très étranges. Le message était identique et provenait tous d'expéditeurs inconnus, jusqu'au jour où il réussit à en enregistrer un plutôt terrifiant. Hello, no one is available to take your call at this time. Please leave a message after the tone. En français, on comprenait « Elle m'a rejeté ». Qui a rejeté qui ? Rien ne l'interdisait d'imaginer qu'il s'agissait potentiellement d'un amant que cacherait Émilie. Un prétendant qui, jaloux qu'elle ait préféré revenir auprès de lui, aurait décidé de se venger en harcelant son rival de messages intimidants. Était-il le secret qu'elle souhaitait ne jamais évoquer ? La réponse fut catégorique du côté d'Émilie. Il n'y a jamais eu d'amant et il n'y en aura jamais. Mais cet échantillon d'apaisement ne sera que de courte durée. Un matin, Christophe entreprit de vider les vidéos de sa caméra sur son ordinateur, mais une d'elles ne lui disait absolument rien. La date indiquée sur le fichier correspondait à une journée où Émilie et lui n'étaient pas en possession de l'appareil. Lorsqu'il visualisa la vidéo, il fut saisi à la gorge par l'effroi. Quelqu'un s'était introduit durant la nuit dans leur chambre pour les filmer en train de dormir. En augmentant le volume, Christophe réussit à saisir une voix très inquiétante. Malgré l'absence de signes d'effraction, il apparaissait évident que quelqu'un s'était introduit chez eux et avait profité de la vulnérabilité du sommeil pour les intimider, une fois de plus. En proie à cette situation pressurisée, le couple quitta leur maison momentanément. Un ami s'était engagé à leur prêter un appartement, le temps d'y voir plus clair. Ils changèrent toutes leurs coordonnées pour éviter que l'intrus récidive. Ces dispositions furent fertiles puisqu'aucun autre phénomène ne vint perturber leur quiétude, jusqu'à ce fameux samedi soir. Alors qu'Émilie rédigeait un article, à peine eut-elle le temps de se lever prendre un thé que son document fut souillé par une communication étrangère et intrusive. Quelqu'un, derrière son dos, avait rédigé sur son clavier « Rejet égale souffrance ». Cela ne pouvait pas être son compagnon car il mixait dans un club ce soir-là. Elle s'était également enfermée à double tour, donc elle était totalement seule. Cet événement paranormal sera le premier d'une longue série. Il est arrivé une fois que la vapeur qui émanait du bain d'Émilie ne se dépose pas de façon uniforme sur le miroir de la salle de bain. Les espaces vides non embués formaient des lettres écrites à la main. On pouvait lire « Not dead ».
Lassé d'être accusé de ne jamais étendre le linge, Christophe a filmé avec humour son exploit afin de le conserver comme preuve en cas de critique infondée. Cette vidéo constitue la preuve que j'étends le linge. Elle pourra plus dire que je ne le fais plus. Eh Morticia, tu feras attention quand tu feras la cuisine. T'as des draps derrière toi. What? Lorsqu'il revint sur ses pas, la silhouette noire avait disparu et le linge s'était retrouvé par terre. Forcé de constater qu'il ne s'agissait vraisemblablement pas d'un homme, mais d'un fantôme. Un revenant essayait de faire passer un message. Mais qui était-il et que voulait-il? Christophe va vite le découvrir à ses dépens. Tandis qu'il faisait une vidéo pour son petit reportage d'expatriés qu'il souhaitait montrer à ses proches français, il fut interpellé par d'étranges coups dans le mur. Alors aux États-Unis, je suis pas complètement à l'aise avec la littérature, parce que je suis pas encore un super bilingue, mais j'ai pris ma petite collection de bouquins, donc j'ai de quoi m'occuper. Et... Au ralenti, nous pouvions aisément voir qu'il s'agissait sans doute du physique cadavérique du revenant. Un homme sans yeux, sans nez, sans cheveux, avec une bouche grande ouverte. Les frappes étaient-elles du morse? Christophe étouffait sous le poids d'une réalité où la gestion du harcèlement s'apparentait à une corvée quotidienne. L'ombre menaçante persistait constamment au-dessus d'eux, parvenant habilement à saper leur repos pour les affaiblir. Un jour, Christophe, au détour d'une tâche quotidienne, croisa cette fois-ci la terrible ombre de son indésirable colocataire et décida de le provoquer. « Casse-toi, espèce de nuisible! Tu veux quoi, putain? Tu comprends pas qu'on veut pas de toi ici? Je vais te tuer une bonne fois pour toutes, ça va te passer envie de nous faire chier. » Rares sont les témoignages relatant des faits de bagarre entre êtres humains et revenants. Les blessures de Christophe ne furent pas bénignes. Il aurait même écopé d'un traumatisme crânien. Cet incident fut la goutte de sang qui aurait fait déborder le vase du côté d'Émilie, qui consentit finalement à lui révéler les raisons de son départ. Partie 4. Une errance profanée. Après cette nuit à l'hôtel, Émilie fut hantée par des cauchemars. Sans doute dû au stress du travail, pensait-elle. Aussi, elle décida de consulter un hypnotiseur, Kirk Brown. Hermétique à ses pratiques, Christophe n'aurait pas été d'un grand appui, alors elle opta pour la discrétion. Kirk Brown se souvient parfaitement de cette séance. Lorsque ma patiente était en état de transe, elle fut prise d'une crise de somnambulisme qui l'aurait amenée dans une pièce, comme si elle était guidée. Puis, elle s'est mise à hurler, à pleurer. Quelque chose était en train d'abuser de son corps, de la violer. A priori, cette chose n'était pas humaine. Elle se rappelle avoir été piégée par un être immense, noir et presque translucide. Par la suite, des retards de règles et des nausées matinales l'ont amené à faire un test de grossesse qui s'est avéré positif. Le calcul des dates indiqua que Christophe n'était pas le géniteur, mais la terrible créature. Ce viol a bien été réel. Prise de panique, elle décida de retourner en France et confia cette épreuve au père Bérard, un ami de la famille spécialisé dans l'ésotérisme. S'il s'agissait d'une progéniture démoniaque, un simple avortement ne suffirait pas et un nettoyage du corps pour écarter les potentiels résidus maléfiques était de circonstance. En cela, on lui préconisa un exorcisme adapté. Son approche inédite et peu conventionnelle requérait une discrétion totale. De concert avec une sage-femme spécialisée, le rituel se passa très bien et, après sa convalescence, Émilie revint auprès de son compagnon. Après de telles révélations, le couple entreprit de contacter Isabella Blackwood,
une démonologue réputée pour les aider à chasser ce revenant. D'ailleurs, elle n'eut pas de difficulté à entrer en contact avec lui. L'entité bénéficiant de suffisamment d'énergie pour communiquer à travers des appareils, c'est tout naturellement qu'Isabella choisit de s'adapter à lui en adoptant la transcommunication instrumentale, une pratique controversée qui explore la possibilité de communiquer avec les esprits en utilisant des appareils électroniques tels que des radios, des téléviseurs ou des enregistreurs audio. Si on regroupait les différents messages, nous obtenions « Elle m'a rejeté », pas mort, rejet égale souffrance. L'entité souffrait d'une certaine mise à distance. S'agissait-il de celui présent au Beverly Hotel ? Isabella fit écouter les enregistrements et sa réponse déclencha un silence aussi pesant qu'embarrassant. Es-tu l'entité qui a violé Emily au Beverly Hotel? Non. Alors, qui es-tu? Que cherches-tu? Il ne s'agissait donc pas de l'entité de l'hôtel. L'âme tourmentée qui tourbillonnait autour d'eux était le spectre de l'enfant issu de l'interruption de grossesse d'Emily. Quant à sa silhouette, très éloignée de celle d'un nourrisson, il se dit dans le milieu ésotérique que les défunts, dans le monde des morts, peuvent choisir l'apparence et l'âge qu'ils leur souhaitent. Pour arriver à ses fins, le revenant avait opté pour le gabarit le plus apte. Un second rendez-vous avait été pris afin qu'Isabella puisse aider cette âme tourmentée à aller vers la lumière, mais un événement effroyable vint tout faire basculer. Emily a été emmenée à l'hôpital de toute urgence pour une insuffisance cardiaque aiguë. Alors qu'elle ne présentait aucune défaillance, subitement, sans explication, elle s'éteignit au bout de 2 jours, laissant Christophe et sa famille dans un insurmontable désarroi. L'entité, d'ailleurs, avait également disparu. Partie 5. Cimmérion. Christophe, convaincu que l'entité était responsable du décès d'Emily, est entré en contact avec le père Bérard pour tenter de faire la lumière sur son décès. Cet être qui avait abusé d'elle était bien connu du Vatican. Il s'agissait d'un certain Cimmérion, une créature mi-revenant, mi-démon qui a la capacité de procréer dans la dimension physique en vue de produire des êtres vivants particulièrement néfastes et dangereux. Pour orchestrer cette insémination, il s'oriente auprès de femmes souffrant de troubles du sommeil, car elles auraient des propriétés psychiques qui lui permettraient d'occasionner des crises de somnambulisme. Cet état second faciliterait la possession et les abus. Emily, en refusant d'enfanter un être non désiré, a, malgré elle, donné naissance à des hostilités indiscernables et finalement donné la vie dans la mort à un revenant perdu entre la vengeance et la dépendance affective. Les vapeurs énergétiques de peur, d'angoisse et de stress causées par son harcèlement alimentaient son pouvoir, jusqu'à réussir à presser le cœur de sa mère pour qu'il cesse de battre. Ainsi, morte, il pouvait enfin se rejoindre dans les limbes et reprendre là où l'avortement les avait laissés. Son seul but était de réclamer l'amour qu'on lui avait enlevé. Notre vie est une porte que nous pensons bien fermée. Mais il arrive que notre négligence nous amène à mal la verrouiller, invitant les ténèbres à s'introduire dans notre intimité pour nous nuire, tel un cancer dont on ne peut se débarrasser. Un destin écrit avec les larmes et le sang, par lequel la plume est guidée par la main sale d'un scénariste dont le peu d'amour dont il est pourvu demeure nécrosé par le sadisme et la haine. En acceptant l'imprévisible, en nous prémunissant de son arrivée, c'est en connaissance de cause que l'être humain peut être préparé à tout instant à le combattre. Nous devons apprendre à l'accueillir pour mieux nous en écarter. Cette histoire est maintenant terminée, mais elle ne fait que commencer ailleurs. Merci d'avoir suivi cet épisode et à très bientôt sur Made in Dark.